Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour tous. Yann, bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. Merci de vous être inscrits et d'être présents pour ce webinaire autour des comptes à privilèges. Voilà, le maillon faible à renforcer, souvent un dispositif qui peut subir, on va dire, des attaques, donc qu'il faut voilà, bien structurer et bien sécuriser. Donc, on a 45 minutes environ pour discuter de ce sujet. Les gens vont vont se connecter, pardon, petit à petit. Donc, on va commencer doucement avec une toute petite introduction. Donc, déjà, tout d'abord, est-ce que vous pourriez simplement nous dire dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous nous entendez bien, voilà, qu'il n'y a pas de problème technique particulier et que tout le monde est bien connecté. Bonjour. C'est bon pour le son et les slides. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Maxime, Pascal, voilà. Les gens s'inscrivent petit à petit, voilà, c'est un plaisir de vous avoir. 45 minutes, on va vraiment essayer de couvrir un peu tous les aspects de ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions, on est vraiment là pour y répondre. Alors on y répondra soit à la fin ou soit au cours de la présentation, si effectivement, voilà, voilà, si c'est intéressant de rebondir, on va dire, sur certains sujets ou d'approfondir ou de détailler certains concepts. Donc on est vraiment là pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, intervenir ou tout simplement nous donner votre avis. Très rapidement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore les webinaires de Synapsis, donc c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition. Donc, il y a voilà, des webinaires, bien sûr, donc, à peu près une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On va avoir des livres blancs, on va avoir des articles et tous les replays donc, de nos vidéos qui sont sur YouTube. Donc, tous ces sujets, tous ces contenus autour d'une thématique unique, donc les projets infra, avec effectivement un certain nombre d'expertises qui vont être développées. Donc, n'hésitez pas voilà, à consulter tous ces contenus sur le site ou tout simplement à nous contacter s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Je pourrais voilà, vous partager, on va dire, un échantillon de ressources qui pourraient répondre un petit peu à vos problématiques et vos centres d'intérêt. Donc, très rapidement, Synapsis, qui sommes-nous? Donc, on est une société de conseil et de services spécialisée dans l'infra. On intervient donc sur diverses agences, à Lille, à Paris et à Lyon. Et nous avons également un bureau donc, à l'international, à Kuala Lumpur. Donc, les sujets sur lesquels on est expert, donc le cloud, le DevOps, la sécurité, le digital workplace, la data, l'IA, voilà, tous ces sujets, voilà, on intervient chez les clients sur ce type de mission. Et puis, c'est ce qu'on couvre aussi au niveau des webinaires, au niveau de nos contenus. 180 consultants, voilà, 13 années d'existence. Donc, voilà, on est très heureux en tout cas d'être là avec vous aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on propose ou sur nos retours d'expérience, on pourra bien sûr prendre contact après la session pour en discuter plus dans le détail. Donc, j'ai le plaisir d'être avec William et Arthur pour cette session sur les privilèges. Merci à tous les deux. Voilà, je vous laisse la main pour vous présenter rapidement. William. Merci à toi. Je vais commencer. William Borde, architecte Modern Workplace. Je travaille chez Synapsis depuis environ 4 ans. J'adresse donc beaucoup de sujets Modern Workplace, également une partie sécurité. J'interviens dans des phases d'avant-vente et également chez nos clients. Voilà. Arthur. Bonjour à tous, donc, moi c'est Arthur Laglaine, je suis ingénieur identité chez Synapsis depuis 4 ans. 4 ans à évolue. Donc moi je me spécialise vraiment sur ces sujets-là, d'identité, d'accès, de compte à privilèges entre autres, pour nos clients en intervention soit à longue durée, soit sur du forfait, et aussi avec des spécialités sur Entra ID. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter. Donc, on va démarrer sur
la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond soit sur le chat ou soit en live. William, je te laisse la main. Donc, les comptes à privilèges. Volontiers. Bon, donc déjà, pourquoi est-ce qu'on vous parle de compte à privilèges aujourd'hui? C'est parce qu'on part de plusieurs constats, constats que vous avez certainement aussi dans Visar, hein. On voit une multiplication et une complexité qui s'intensifie en termes de sites depuis des années et des années déjà. Beaucoup de services, beaucoup d'infra managés, de l'hybridation. On a aussi une complexification de ce qu'on qualifie de cycle de vie des collaborateurs avec pas mal de turnover, de l'onboarding en continu. On a également de la gestion de personnes externes, donc de tiers, de prestataires. On voit une augmentation des règles de conformité avec beaucoup de normes qui apparaissent, qu'on doit adresser. Tout ça, je rajouterai aussi quelque chose qui apparaît pas dans les slides, mais on a côté assurabilité cyber ces dernières années vu pas mal de changements. Donc on a des assureurs qui se placent sur ce créneau-là. Et forcément, quand vous souhaitez être assuré, on doit répondre à certaines exigences de l'assureur. Et la gestion des comptes à privilèges, évidemment, en fait partie. Tout ça fait que on se rend compte que la gestion des comptes à privilèges est parfois difficile au sein d'une entreprise. C'est évidemment quelque chose une entreprise très mouvant et il faut être capable de suivre ce mouvement côté gestion de comptes à privilèges. On voit évidemment, et ça je l'apprends à personne, une intensification hein, des tentatives d'attaque cyber. C'est un vecteur d'attaque très utilisé, les comptes à privilèges. Ça entraînera également des failles et des intrusions qu'on va qualifier de critiques. On peut citer Okta 2022. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au fait, mais Okta a subi une attaque de très grande ampleur. Et le premier vecteur, c'était un compte à privilège d'un tiers, d'un prestataire qui était mal protégé. On constate tout ça et donc forcément, on déduit qu'il y a un gros travail à faire côté compte à privilèges. Je vais passer la main à Arthur En effet, qui va vous parler des enjeux. on a fait un gros travail à faire pour vraiment sécuriser et réduire au maximum le risque. Et dans ce travail, vous allez avoir des points qui prennent du temps et qui seront très importants. Vous ne pourrez vraiment pas passer à côté, ça sera des obligatoires. Et ça va être des points soit d'attention, soit de difficulté dans l'élaboration de votre stratégie, de votre gouvernance, de l'application derrière. La première chose, c'est que si vous n'aviez pas de stratégie pour les comptes à privilèges, quand vous allez l'élaborer, vous allez devoir réussir à l'intégrer en fait, à normalement votre stratégie actuelle. Vous pouvez potentiellement avoir une stratégie identité globale qui prend en compte un petit peu les accès à privilèges, sûrement en partie, souvent le cas, mais ça va être compliqué de rattacher avec une nouvelle stratégie complète, complexe souvent, et qui arrive à fonctionner de pair sans accroc. C'est le premier enjeu, le premier objectif à essayer d'atteindre, c'est vraiment cette intégration pour que ça fonctionne ensemble. Deuxième point qui est souvent complexe dans les organisations, on le remarque souvent en fait, quand on va faire la réalisation, c'est de réussir à mobiliser des acteurs. Ces acteurs, en fait, vont être globaux dans l'entreprise, sont multifonctionnels,
Et surtout, on va devoir réussir à les mobiliser en continu. Ça ne va pas être un objectif qui va seulement être des équipes sécurité ou des équipes techniques ou même des équipes RH. Ça va être un travail complexe commun qu'il va falloir réussir à mettre en place, et bien sûr en continu. C'est la stratégie, on en parlera à plusieurs endroits, mais cette stratégie doit continuer d'évoluer au fur et à mesure et d'être appliquée en continu. Un point qui souvent pose problème dès le départ, et surtout maintenant avec la complexification des DSI, c'est d'avoir une cartographie à jour. Déjà, souvent, le point de départ, c'est qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas du tout de cartographie. Donc, cartographie de compte, d'usage, de rôle et d'usage, on va donner au global. Peut-être qu'elle sera existante, mais plus à jour. Peut-être qu'elle ne sera pas existante. Et c'est quand même une difficulté de la maintenir à jour. Et on va dire que c'est une part importante dans la stratégie et un objectif clair de réussir à la maintenir. Un autre point, pour le coup, très complexe, et je pense que c'est peut-être un de ceux qui est le moins traité dans certaines organisations, ça va être l'onboarding des nouveaux collaborateurs pour qu'ils puissent participer à la stratégie, l'adopter et en fait appliquer ce qu'on a mis en place. Et bien sûr, ce n'est pas une action unitaire à l'entrée, c'est censé être une formation qui reste, qui est continue et qui déroule tout au long du cycle de vie des collaborateurs. À l'entrée, en changement de poste, quand les outils évoluent, c'est vraiment une formation qui est censée être continue. Et bien sûr, quand vous aurez tout bien fait sur le papier et qu'il va falloir choisir vos technologies pour répondre à vos besoins, va se poser la question, la difficulté de comment est-ce qu'on les intègre à l'existant. Vous allez potentiellement trouver un outil qui va être parfait, qui va répondre des outils peut-être, qui vont répondre à tous vos besoins, tous vos usages que vous aurez repérés, et va arriver l'intégration. C'est là que les problèmes peuvent commencer à arriver, parce que vous allez avoir des problèmes de compatibilité, que ce soit technique ou même d'usage, compatibilité fonctionnelle. Et c'est un point à adresser, en fait, dès le début, à penser dès le début. Donc voilà un peu les enjeux principaux. Vous allez, surtout les objectifs que vous allez devoir un petit peu cocher pour répondre à tout ça et réduire le risque sécurité. Et du coup, je vais laisser la main à William qui va vous parler plus généralement de la gouvernance. Hop là. Voilà, merci pour les enjeux. Là, ce type de projet, quel que soit le projet de toute manière, au lieu de parfois on a tendance à se précipiter sur un choix technologique, puis partir de ce que permet la technologie pour adresser des cas d'usage. L'idée, ça reste quand même d'avoir une approche structurée du projet, et du projet qui est un projet, comme le dit Arthur, qui continuera dans le temps. C'est-à-dire, au final, il a un début, mais il n'a pas forcément de fin. Donc pour ça, poser une gouvernance paraît être la meilleure des pratiques, et de le faire dès le départ, même sans commencer à parler forcément de technologie tout de suite. On a un besoin dans la gouvernance, évidemment, d'identifier les objectifs qui peuvent être au final très différents aussi en fonction de l'entreprise. Ça peut être d'assurer la cohérence stratégique avec des objectifs plus larges, des objectifs globaux. Si l'entreprise, par exemple, veut se faire assurer pour des questions cyber, c'est pas uniquement une question de compte à privilège, mais c'est plus général.
On peut avoir des objectifs de renforcement de la transparence ou de la traçabilité parce que notre entreprise est soumise à des normes spécifiques, à des besoins de compliance spécifiques. Évidemment, l'optimisation et la gestion des risques, elle a tout son sens comme objectif dans ce type de projet. J'ai mis une structure, j'ai imaginé une structure de gouvernance qui est applicable à ce type de projet de PAM. Ça reste un exemple, c'est pas forcément exhaustif, mais je pense que c'est une bonne guideline pour commencer à réfléchir gouvernance. La première chose qu'on adressera, c'est la structure organisationnelle et les responsabilités associées à cette typologie de projet. Arthur vous parlait d'interfonctionnalité pour les acteurs. Je pense que c'est une très bonne idée de commencer par la création d'un comité, d'insister sur le fait qu'il sera interfonctionnel. C'est pas des projets qui sont technico-techniques. Il faut intégrer des métiers, il faut intégrer du fonctionnel. Par exemple, ce comité, il peut être composé du responsable sécurité. On définit évidemment quel rôle il aura, quelle fonction il va effectuer au sein de ce comité. Ce sera la même chose pour chacun des acteurs. Le responsable sécu pourra par exemple piloter, valider des contrôles. On intégrera, s'il y en a un responsable conformité et ou risque pour la supervision des exigences réglementaires, des audits internes également, un représentant des opérations qui, au sein de ce comité, par exemple, pourra valider la nécessité métier de certains accès. Quand je vous dis que c'est pas des projets purement techniques, c'est difficile, par exemple, pour un administrateur système technique c'est facile pour lui de donner l'accès, d'en qualifier la nécessité, clairement pas forcément. On peut aussi intégrer des représentants des utilisateurs. On pense que la formation, l'évangélisation continue, c'est un point hyper clé de la réussite de cette typologie de projet. On aura beau mettre en place n'importe quel mécanisme de sécurité, de contrôle, si c'est pas adopté, ce sera, pour parler un peu trivialement, de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ce comité, il aura pour fonction d'analyser des rapports de surveillance, d'audit, pour identifier des actions correctives à mener. Donc c'est vraiment un cycle continu. Cette gouvernance, elle doit continuer à vivre, à être modifiée en fonction de toutes les problématiques ou tous les feedbacks qu'on pourrait rencontrer. Ce comité, il pourrait être amené aussi à examiner des demandes exceptionnelles d'accès, quelque chose qui est très ponctuel, mais qui sort complètement du cadre de ce qu'on a prévu. Une des fonctions principales de ce type de comité, c'est de mettre à jour régulièrement les process en fonction des évolutions de la société, des évolutions du contexte, des évolutions des risques identifiés, des évolutions des métiers aussi de l'entreprise. Ce qu'est l'entreprise aujourd'hui en termes de métier peut être très différent demain. Il y a une notion aussi de prospective importante à adresser. C'est comment sera ma société d'ici 3, 5 ans et quel métier je vais adresser pour être capable de prévoir. Dans cette structure organisationnelle, on parlera également de rôles et responsabilités spécifiques à la gestion des accès privilégiés. C'est aussi quelque chose qui peut être intégré si vous avez déjà une gouvernance IGA, donc Identity Governance and Administration. Bon, ici, c'est de lister, et c'est quelque chose d'important, de lister tous les rôles, tous les acteurs
spécifiques à cette gestion, donc administrateur, système réseau, responsable métier, responsable conformité, auditeur interne, externe, qui va faire quoi. C'est ça l'objet de la gouvernance. On pourrait aussi intégrer ce qui n'est pas humain dans ces rôles, responsabilités. Je pense notamment à certains comptes de services qui auront un rôle à jouer dans la gestion PAM. Les lister, ça reste une très bonne chose, je pense. Par exemple, les comptes qui pourraient faire tourner des workflows de validation. Ça reste des entités, elles ne sont pas humaines, mais elles ont un rôle à jouer dans cette typologie de projet. En deuxième partie, je proposerais dans la gouvernance d'adresser la partie définition évidemment de process et d'attribution des accès. C'est quand même le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on va faire pourquoi et comment est-ce qu'on va recenser et classifier les rôles notamment. C'est quelque chose d'expérience de très difficile à mener au sein d'une entreprise, surtout quand elle a une taille conséquente. Est-ce qu'on va procéder à des interviews de RH, par exemple, à des interviews métiers? Est-ce qu'on va faire une sorte de rétro-ingénierie des accès qu'on a déjà identifiés dans les logs pour savoir qui fait quoi, quel rôle il a? Donc ça, l'idée, hein, c'est d'expliquer pourquoi et comment on va cartographier les rôles à privilège au sein de l'entreprise. Ensuite, comment est-ce qu'on va les classifier? Est-ce que on va donner une criticité pour chacun de ces rôles? Est-ce que ça va être une criticité faible, haute, ultra critique? Et il y en a. On adressera également la partie workflow de demande et d'approbation. Pourquoi et comment est-ce que des personnes vont soumettre une demande? Idéalement, par exemple, on va initier ça dans une interface dédiée pour ne pas qu'on ait des demandes dans tous les sens et sous n'importe quel format. La validation multiniveau, on va définir pourquoi et comment est-ce qu'on va valider. Est-ce que, par exemple, si on a catégorisé en termes de criticité, est-ce qu'on va mettre un seul niveau de validation pour les rôles à criticité faible? Est-ce que les rôles à criticité élevée devront avoir 2, 3 niveaux de validation? Peut-être un niveau technique, un niveau opérationnel, un niveau conformité. Identifier aussi dans cette partie-là ce qu'on souhaite. Pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en œuvre automatiquement? Est-ce qu'on veut automatiser certaines des tâches parce que ça nous fait gagner du temps, mais garder un contrôle sur une partie du processus, garder un contrôle humain parce que nécessaire en termes de stratégie. On adressera aussi la partie surveillance, audit, reporting. C'est là qu'on expliquera pourquoi et comment on va surveiller ces typologies de comptes à privilèges. Est-ce que, par exemple, on va décider d'appliquer un enregistrement des sessions, c'est-à-dire visuellement enregistrer tout ce que fait telle personne sur tous les niveaux de criticité, ou est-ce qu'on va laisser ça sur le niveau de criticité très élevé? On adressera aussi les questions d'alerte, donc de dashboard également. Pourquoi, quel KPI mettre en place pour que les responsables puissent avoir une visualisation quasi temps réel de ce qui est en train de se dérouler? Est-ce qu'on a des alertes? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que notre niveau de recensement est correct? Dans cette partie-là, donc process attribution, accès privilège, on
On évaluera aussi le besoin et on expliquera pourquoi et comment on procédera aux revues périodiques. Le comité de gouvernance dont je parlais précédemment, il devrait avoir pour fonction de se réunir régulièrement et de faire des revues, que ce soit des process, que ce soit des accès ou en tout cas des problèmes qui auraient pu se dérouler sur une période donnée. En troisième point, on adressera la question des séparations des tâches et des contrôles internes. On adressera la partie validation d'approbation, segmentation des accès. Dans la gestion du changement et des incidents, on expliquera pourquoi et comment on suit les processus de changement. Par exemple, toutes les modifications sur les droits d'accès devront faire l'objet d'un protocole formel. Où est-ce qu'on va retrouver ces informations de change? Où est-ce qu'on consigne les justificatifs? Pourquoi on le fait? Voilà, partie plan de réponse aux incidents également dans cette partie-là. Si jamais on détecte une activité suspecte via la solution qu'on mettra en place plus tard, PAM, quel est le protocole à suivre? Est-ce que ce comité en particulier doit se réunir absolument et dans son intégralité? Est-ce que ça prévoit des procédures spécifiques, par exemple la suspension immédiate des accès d'une personne? Est-ce qu'on doit lancer un audit d'urgence par un externe, par une équipe interne? Voilà pour la partie 3. Concernant la partie 4, je pense que c'est une partie hyper importante et souvent oubliée, ou en tout cas peu adressée, qui devrait l'être beaucoup plus, à mon sens. Formation, sensibilisation et communication. On a beau mettre en place tous ces process, on a beau mettre en place toute cette structure. Si ça n'infuse pas, c'est des projets qui, comme d'autres, peuvent mourir dans l'œuf en réalité. Donc les programmes de formation continue sont une chose à intégrer à la gouvernance. Comment est-ce qu'on va organiser les sessions de formation pour les intervenants, qui soient techniques ou pas? Comment est-ce qu'on va former aux bonnes pratiques? Comment est-ce qu'on va donner accès à la documentation? Comment est-ce qu'on va procéder, intégrer cette partie, par exemple, à l'onboarding? Qui est effectué souvent par les HR, mais par exemple pour les externes, c'est aussi des métiers qui onboardent. Comment est-ce qu'on va mettre en place un plan d'amélioration continue? Donc toujours pourquoi et comment est-ce qu'on va le mettre en place? Est-ce qu'on va mettre en place des sessions de feedback post-incident ou de feedback métier? Tout ça pour améliorer, ajuster régulièrement cette gouvernance, les processus, la structure, les politiques en fonction des retours du terrain. Donc donner une dimension aussi plus factuelle, plus réelle à cette gouvernance, à tous les process qu'on va mettre en place. Je pense que pour que ce type de projet fonctionne, le retour terrain est primordial. On a beau imaginer une structure, des process, des workflows, des politiques, si jamais c'est bloquant pour des personnes, des intervenants, ils trouveront très certainement le moyen de contourner la chose. Et quand il s'agit de gestion de compte à privilèges, ça peut donner des vrais gros problèmes critiques. Je rappelle Okta, par exemple. Ça a été très dur pour toutes les équipes là-bas. Et je finirai, et on est encore sur des questions d'amélioration continue, c'est dans ce plan de gouvernance, pourquoi et comment on va programmer des audits réguliers, que ce soit trimestriels, semestriels, pour vérifier la conformité
de ce plan de gouvernance? Est-ce qu'il est réellement appliqué? Est-ce qu'on a identifié des failles dans ce plan? Est-ce que ce qu'on a imaginé est en réalité bloquant pour les métiers? Comment est-ce qu'on fait pour remédier? Et donc tout ça dans le but d'ajuster la stratégie de manière continue. Voilà, j'ai été très bavard sur la partie gouvernance. Je vais laisser la main à Arthur désormais. Oui, bon, en effet, après, la gouvernance, pour moi, un des points les plus importants, mais on pourra en discuter en conclusion plus tard. Mais bon, une fois que vous avez pensé un peu tous ces points, et que vous en êtes peut-être même à l'étape du recensement des rôles et des usages, vous allez devoir identifier tous vos usages. On en cible là 5 qui sont très classiques. Normalement, on ne s'avance pas trop en disant que vous allez les rencontrer, puisqu'ils sont très larges. C'est pas du tout une liste exhaustive. Selon vraiment vos besoins métiers, vos usages et autres, ça peut. Enfin, vous allez en rajouter. Vous en aurez plus que 5 usages, normalement. Mais il faut les penser, les adresser. Et je rappelle quelque chose qu'a dit William, il faut aussi essayer de se projeter. Peut-être que vous allez lister vos cas d'usage à un moment, vous allez avoir une liste fixe, mais se dire peut-être que dans 2-3 mois, on intègre un autre besoin métier, on intègre notre service, enfin, vraiment un autre usage, et il y en a qu'on peut prévoir. Il y en a bien sûr qu'on ne va pas réussir à prévoir, mais il y en a qu'on peut prévoir et les adresser le plus tôt possible et en fait à la conception, c'est vraiment une étape clé. Dans les cas d'usage classiques qu'il faut vraiment prendre en compte, et William en a déjà en fait mentionné quelques-uns déjà, bon, un besoin d'accès à des ressources à privilège. Pour le coup, on ne s'avance pas trop, vous allez devoir classifier certains types de ressources en termes d'importance et de criticité. Et il va falloir réussir à avoir des moyens, enfin donner des moyens de pouvoir y accéder. Est-ce que ça va passer par des demandes automatiques d'approbation, juste des notifications? Ça va être quelque chose à prendre en compte. Quelque chose qui, d'ailleurs, est, pour un deuxième point, qui est souvent moins suivi. On va, par exemple, le besoin d'accéder à des ressources à privilège, on va y penser à l'arrivée de quelqu'un ou pendant son travail en fait, pour lequel il a été engagé, et on va moins prendre en compte son mouvement. Quelqu'un qui va changer de poste, c'est des processus vraiment clés à avoir. C'est pas juste leur donner des nouveaux accès, un peu enlever les anciens, c'est parfois le reformer sur ces nouveaux outils, sur ces nouveaux processus qu'il va devoir utiliser. Mais on en reparlait pour la formation continue, c'est vraiment ça. Ça va être des cas d'usage. Enfin, le mouvement d'entreprise est un cas d'usage qui est très important, souvent laissé un peu de côté, mais qu'il faut adresser. William parlait beaucoup des collaborateurs externes. C'est vrai que maintenant c'est déjà le temps, mais on ouvre beaucoup plus d'accès à des services à nos collaborateurs externes. Souvent, ces accès vont avoir pour objectif de leur ouvrir des ressources à privilège. Comment est-ce qu'on les adresse? Est-ce que ça va être des cas d'usage qui vont être si différents que ça de nos accès internes? Souvent, il y a quand même une notion de protection de données pour ne pas sortir, mais en fait, pour ceux qui connaissent un peu le zéro trust, enfin, la mentalité zéro trust, on va en fait beaucoup plus considérer maintenant qu'il y a moins de différence que ça entre
collaborateur interne et externe sur certains accès. Mais en effet, le collaborateur externe qui accède à des ressources, déjà, c'est ce qu'il va accéder ponctuellement. Est-ce que c'est une intervention là qui va être à un moment vraiment donné? Est-ce que c'est une collaboration longue durée? Et tous ces cas d'usage, qui en fait sont regroupés sous un ici, sont à prendre en compte. On a mentionné à un moment, et c'est très important, les comptes de service. Souvent, quand on pense identité, en fait, on pense identité humaine. Compte à privilège, on va penser au compte. La première chose qui souvent en fait vient en tête, ça va être les comptes administrateurs. Or, il n'y a pas que ça. On pourra après élargir sur les comptes à privilèges humains, mais il y a surtout les comptes de service qui sont présents et qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est, moi en tout cas, je l'ai remarqué dans plusieurs organisations, une gestion qui est souvent pas prévue, gérée manuellement par les exploitants du compte, et on y applique beaucoup moins de sécurité, alors que la ressource derrière, si on la classifie en termes d'importance, peut être la même qu'une ressource qui sera utilisée ou par un collaborateur humain. Pour autant, on va appliquer moins de sécurité au compte de service. Et compte de service qui va être unitaire, et je le mentionne aussi en dessous, les comptes partagés. Souvent, un compte partagé, quand même, ça va être un compte qu'on va créer pour une équipe. Ils vont peut-être se passer le mot de passe dans Equipass. Si c'est par mot de passe, bien sûr, si c'est par certificat, c'est encore autre chose. Mais il va y avoir un peu un transfert d'informations confidentielles qui va se faire, qui n'est pas forcément monitoré, qui n'est pas géré. Souvent, c'est des comptes qui en fait vont être très fixes, le mot de passe ne va jamais changer, qui parfois vont accéder à des ressources très importantes, qui aussi on ne va pas surveiller l'utilisation. Et on parlera un peu de comptes à très haut privilège d'urgence plus tard, mais un compte qu'on va appeler brise-glace qui va être partagé des fois dans une équipe avec 2-3 personnes qui ont des accès privilégiés, mais si on ne surveille pas, on ne sait pas qui l'utilise derrière, et c'est tous ces cas d'usage qu'il va falloir penser. Une fois que vous avez pensé ces cas d'usage, il va falloir y répondre. Et pour y répondre, vous avez quelques composants, vous avez beaucoup de composants que vous pouvez utiliser. On en a listé certains qui sont un peu les plus importants. En fait, il y a de grandes chances que vous les ayez ou que vous alliez les mettre en place. Sans rentrer dans les composants trop techniques et un peu exotiques qui peuvent parfois être rencontrés. On va être sur des points assez globaux que j'espère vous allez pouvoir mettre en place. William parlait de processus. En fait, les processus logiques sont souvent traduits par des processus techniques dans les outils. Donc, vous allez pouvoir mettre tout dans le terme workflow. Mais c'est ça, c'est penser les règles d'accès, du just-in-time, des accès avec multifacteurs, une approbation. Par exemple, je parlais d'accès à des ressources à privilèges juste avant. Peut-être que selon la classification qu'on va lui mettre, on va mettre un workflow automatisé, donc quelqu'un pourra accéder à un accès en passant par un portail. Tout est automatisé, juste il y aura une notification, ça sera enregistré qu'il a fait une demande d'accès à ce moment-là. Et pour une ressource critique, on va peut-être lui laisser aussi un accès via un portail pour faire une demande, mais cette demande ne sera pas automatisée de bout en bout et fera peut-être l'objet d'une vérification et d'une approbation par un élément de la sécurité ou du comité que William mentionnait avant. Tout ça, ça va être selon le niveau de criticité que vous allez attribuer.
Deuxième point, deuxième composant qui pouvait répondre un peu à certains cas d'usage qu'on avait avant, notamment les comptes partagés, les comptes de service, ça va être les coffres-forts de mots de passe. Maintenant, on va dire qu'on adopte beaucoup plus les coffres-forts de mots de passe pour les utilisateurs. Ça se démocratise beaucoup plus dans les entreprises. Pas que les administrateurs d'ailleurs. Ça peut être utilisé pour des utilisateurs un peu moins techniques. Mais c'est vrai qu'on peut maintenant avoir accès à des technologies très efficaces sur ce type de besoin, avec du changement automatique qui va aller s'appliquer sur différents outils. Le coffre-fort de mot de passe, c'est devenu un peu un obligatoire pour pouvoir s'assurer que, certes, on va avoir des stratégies de mot de passe qui seront respectées, mais qu'on va aller un peu plus loin. On peut se permettre plus de complexité, une meilleure adoption par les utilisateurs. Et en fait, ça demande des fois pas beaucoup d'investissement d'installer ce composant. On parlait d'accès aux collaborateurs externes. Et un composant qui peut parfois être utile, c'est tout ce qui va être gestionnaire de session. Un gestionnaire de session, ça peut être juste de l'enregistrement, mais ça peut être une surveillance pour vérifier ce qui est fait. Pareil, on ne va pas enregistrer les sessions de tout le monde. Ça serait une perte de temps et en fait complètement inutile parce que personne n'exploiterait la donnée derrière. Pour autant, un collaborateur externe sur un accès ponctuel qui doit faire une intervention sur notre système, il est peut-être judicieux d'enregistrer ce qui se passe pour, même si tout s'est bien passé, derrière, avoir plus de vérifications. On va pouvoir revenir dessus, vérifier que tout s'est bien passé dans les règles, qu'il n'y a pas eu d'accès à des ressources qui n'étaient pas prévues. Et donc ça peut passer par le gestionnaire de session. Le gestionnaire de session, d'ailleurs, c'est pas que de la surveillance enregistrée comme ça, hein. C'est aussi enregistrer qui accède à quoi, mais pas de manière textuelle, mais d'avoir des logs moins volumineux et que de l'enregistrement de session. Un point, en fait, un composant qui va vraiment entrer aussi dans le moindre privilège, ça va des fois être de réduire les points d'accès, ou en tout cas la surface des points d'accès. Maintenant, on a beaucoup de serveurs de rebond en fait, qui sont utilisés, mais c'est vrai qu'on peut aller des fois un peu plus loin pour certains usages. On peut même rester, par exemple, sur l'usage du collaborateur externe qui va peut-être passer par un bastion spécifique pour accéder à des ressources. Depuis ce bastion, on ne pourra accéder qu'à des ressources prévues. On va vraiment réduire la surface pour limiter le risque. On parlait d'audit et d'analyse en temps réel. On va analyser nos cas d'usage et récupérer du feedback et faire évoluer tout ça en temps réel. Et c'est vrai que c'est un peu pareil pour la gestion d'accès. On peut analyser des choses en allant, alors ça peut aller très bien pour les composants techniques en tout cas, de juste vérifier les horaires d'accès. C'est un peu bizarre si votre administrateur se connecte à 2 heures du matin sur une ressource critique alors qu'il n'y a pas d'urgence ou d'incident. Et ça peut aller beaucoup plus loin avec des composants maintenant IA qui sont peut-être pas encore très matures, mais qui commencent à arriver un peu plus sur de l'analyse comportementale. Donc peut-être que ce composant-là d'analyse comportementale est pas obligatoire sur tous les services, mais ça peut être intéressant de commencer à le regarder, mais déjà de pouvoir mettre en place une première analyse. Et en fait, même d'avoir des dashboards, une accroche visuelle pour comprendre et voir ce qui se passe. Et j'en parlais juste avant, des comptes d'urgence. C'est vrai qu'avoir des comptes d'urgence sur certains services va nous permettre d'éviter d'avoir des comptes nominatifs qui ont tous les droits. Là, on va vraiment se dire, très bien, en urgence, il va me falloir en effet des droits sur certains services qui vont être très élevés en cas d'incident. Mais ces comptes-là, je vais les protéger. Ils vont être à part, ils vont être traités, ça va être un cas d'usage, c'est quelque chose qui est prévu de bout en bout. Et on va
éviter de donner à certaines personnes à qui on fait vraiment extrêmement confiance. C'est pas forcément un problème de confiance, mais tous les droits. On ne va pas leur donner ça. Donc voilà, tous ces composants vont peut-être vous aider, en tout cas, à répondre à vos cas d'usage. Si, bien sûr, il y a plus de cas d'usage, on va trouver d'autres composants en plus. On va pouvoir piocher, et le but, c'est vraiment de s'apporter toutes les réponses possibles. Donc voilà un peu pour les composants. Donc si après vous avez des questions, des retours d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas. Et je vais laisser un peu la main à William pour les étapes importantes que vous allez pouvoir suivre pour votre mise en place PAM. Oui, c'est plus un rappel, en fait, des étapes clés de la mise en place d'un projet PAM. Alors, on se doute que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entreprises ont déjà lancé ce type de projet. Ce serait presque, entre guillemets, suicidaire de ne pas le faire, de ne pas l'avoir fait. Mais voilà, on identifie 6 étapes. Le premier, c'est la première, hein, l'élaboration de la gouvernance, structuration, processus, pourquoi et comment est-ce qu'on souhaite adresser ce type de projet. La deuxième étape, et pas des moindres, c'est le recensement des rôles et des usages au sein de l'organisation. Sans ça, pas de base de travail saine pour identifier les cas d'usage et aussi mettre en face des besoins technologiques. C'est pour ça que ces deux phases qui sont très fonctionnelles, en fait, on parle même pas de techno à ce niveau-là, on parle réellement de besoins, d'élaboration des besoins. Et c'est qu'en phase numéro 3, c'est-à-dire au moment où on va sélectionner notre solution, où on va effectuer un benchmark des solutions du marché, qu'on sera en capacité d'identifier la bonne. On a parfois le comportement inverse, c'est-à-dire je choisis telle techno, exemple CyberArk, Arthur, tu en as peut-être d'autres à citer. Et de faire en fait en fonction des possibilités de cette technologie. Mais peut-être qu'en fait, une grande partie répondra pas aux 90% des besoins que vous allez exprimer. Payer de la licence pour rien, c'est pas forcément très utile. Donc, je pense que tant que la gouvernance n'est pas élaborée, tant que le recensement des rôles et des usages n'est pas mis sur le papier, ça ne sert à rien d'avancer plus loin. L'intégration technique, évidemment, hein, c'est pas quelque chose qu'on sous-estime. On sait que techniquement, c'est pas toujours évident de mettre en place ce type de service-là. La formation et sensibilisation, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a posé les briques techniques qui vont assurer la couverture de nos cas d'usage, et ben, ce qu'il faut, c'est former nos utilisateurs. Alors, utilisateurs de compte à privilège, évidemment, mais ça devrait se passer dès l'onboarding, c'est-à-dire pas 3 mois plus tard, pas expliquer à un développeur, par exemple, que vos politiques de gestion de compte à privilège 3 mois après son entrée. Je pense que ça doit être vraiment quelque chose d'intégré. Parce que ce delta de 3 mois, c'est peut-être bien ce qui va malheureusement faire que il mettra peut-être, je sais pas, un mot de passe de compte à privilège dans son code au lieu d'aller interroger un vault. Et la sensibilisation, c'est des questions de cyber, c'est le rôle de chacun des collaborateurs de s'approprier aussi la protection de l'entreprise, que ce soit en termes documentaires ou en termes là, documentaire email, où là, on parle beaucoup d'administration, hein, de services potentiellement critiques. Mais ce n'est pas qu'une question de cybersécurité et de personne de la cybersécurité. C'est le rôle de chacun des collaborateurs d'assurer la sécurité de son entreprise. Il faut qu'il soit formé à ça, sensibilisé à ça. Et, euh, et, et c'est un rôle hyper important.
Et évidemment, la surveillance, audit et amélioration continue. Tout ce travail, il faut qu'il vive. La gouvernance, il faut qu'elle continue à vivre. Le recensement, il faut qu'il soit à jour le plus possible. Et donc, vous avez ce système d'amélioration continue qui doit perdurer. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est des projets qui ne finissent pas. En réalité, j'ai envie de vous dire, si cette typologie de projet se termine, c'est que votre entreprise est tombée. Voilà pour les 6 étapes clés de la mise en œuvre d'un contrôle des comptes d'accès à privilèges. Arthur, pour les bonnes pratiques et les recommandations. Ouais, je vois l'heure qui file pas mal, donc on a listé pas mal de bonnes pratiques qui sont en fait des rappels de ce qu'on a dit un peu avant. Je vais voir si... il y en a qui sont très importants, je vais peut-être pas passer sur tout. De toute façon, vous aurez les documents, donc on pourrez revoir cette slide après, mais il y a pour moi des points qui sont plus importants que les autres. Déjà, la cartographie et le recensement à jour, il faut que ça soit. C'est souvent un point qui pêche et c'est pourtant très important. C'est là-dessus qu'on va se baser, c'est un socle. Si ça, ce n'est pas à jour, ça va être compliqué de travailler et de mettre en place sa gouvernance. Donc, respecter le principe de non-privilège, c'est un peu une façon de penser plutôt. La séparation des tâches, en fait, si vous avez vos cas d'usage qui sont bien faits et que vous avez fait votre cartographie des rôles, normalement, ça va en découler. Segmenter vos systèmes et vos ressources. Bon, certains ont déjà commencé à le faire pour la conformité sur certains points techniques. Mais c'est vrai que réduire, en fait, on pourrait même dire ça par réduire au maximum les surfaces d'accès à des ressources. Avoir une bonne hygiène des mots de passe. Point en vrai qui est de plus en plus pris maintenant, c'est même la sensibilisation a déjà bien pris. Mais c'est vrai que c'est pas juste des fois complexifier le mot de passe, mais c'est faciliter aussi à l'utilisateur des comptes à privilèges de son utilisation. Plus c'est simple à utiliser pour lui, des fois, mieux ça sera sécurisé. Si, bien sûr, on met les bons contrôles derrière, mais ça peut faciliter. Les contrôles réguliers, souvent, c'est un peu laissé de côté, mais il faut auditer, parce qu'en fait, ça permet de continuer le processus. Il va continuer de vivre grâce à ça. William en a beaucoup parlé, mais la formation continue dès l'entrée, c'est un point très important qui est souvent mis de côté. Et le point final qu'il faut, si vraiment vous avez quelque chose à retenir, ce point final-là, ça va être de ne pas négliger l'amélioration continue et même de mettre en place une amélioration continue. On doit faire vivre ce projet, on doit l'améliorer, récupérer le feedback et vraiment évoluer avec l'entreprise. Ça fait partie de son cycle de vie. Il faut que ça s'intègre dedans. Voilà un peu pour les choses à retenir. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et je vous laisse un peu la parole à Nathalie qui va me donner un peu les contacts. Ouais, merci beaucoup. Merci Arthur, merci William. Donc, il n'y a pas forcément une question, donc je pense que tout était clair a priori. Sinon, voilà, on sait que je pense que tout dépend aussi de là où vous en êtes dans votre entreprise. Voilà, c'est beaucoup du cas spécifique, c'est beaucoup des conseils, on va dire, sur mesure. Donc, voilà, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur ces sujets ou auditer un petit peu, prendre du recul sur ce qui existe, n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, suite à cette session, on serait ravis de programmer un échange avec William ou avec Arthur pour aller un peu plus dans le détail. Merci à tous pour votre présence, du coup, à ce webinaire. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, on peut mettre fin à la session et vous souhaiter un bon appétit. Merci beaucoup, William. Merci, Arthur. Et merci à tous. Et bonne journée. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne journée.